direct de la Maison de la Culture Maisonneuve dans le cadre du festival Minifest. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps. On est farouche. Approche-toi pas. C'est toujours la même réaction à notre chat du début. Oui, ben c'est moi le chat. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Coralie Laperrière et j'utilise le pronom elle. Oui, moi c'est Emna Achour, j'utilise aussi le pronom elle. Très contente d'être devant vous ce soir. Et on est vos animatrices de ce fabuleux podcast Farouche. Oui. Puis Farouche vient juste de célébrer son tout premier anniversaire. La gang, on est bien excités. C'est ici même au festival Minifest que l'année passée. Oui, vous pouvez applaudir. Oui. 1 an. Wouh! C'est ici même, au Minifest, avec la comédienne Carla Mesquita-Onhon et la chroniqueuse et autrice Catherine Etier, que tout a commencé l'été passé. Qui était là par applaudissement l'année passée? Chuck, le technicien. Oui. Super. Non, mais c'est cool, ça prouve qu'on a plein de nouvelles abonnés et fans. Fait que merci d'être là. Applaudissez-vous encore. On est vraiment contents d'être là. Merci. Farouche, dans le fond, c'est comme The Office, OK? La première saison est un peu rough. Faut que tu persévères, mais une fois que tu t'accroches au personnage, c'est malade! Et c'est l'heure d'accueillir notre merveilleuse invitée, la députée de Mercier, membre fondatrice de Québec solidaire et présentement dans la course au co-porte-parole du parti, Rouba Gazal, tout le monde! Bonsoir. Bonsoir! Merci de m'inviter. Ben, merci tellement d'avoir... privilégié. Ah! Nous? Est-ce que je suis la première politicienne? Oui? Oui! Oh! Hey, c'est vrai! Yeah! On les choisit au compte-gouttes. On les trosse pas toutes. En fait, il y a France-Hélène Duranceau qui a souvent été à notre podcast, mais sans son consentement. Puis moi, je me suis présentée, en fait, en 2018. Mais pas à Québec solidaire, au Bloc Pot. Oh! Fait que Politicienne. techniquement... Fait que techniquement, je suis un peu une politicienne. Fait que je suis la deuxième, ça va. mais on est tellement contents de te recevoir, Ruba. Les deux, on te connaît comme pour deux raisons genre différentes. Nous, on s'est croisés la première fois dans une manif pour la culture en 2021. Puis j'aime ça l'expliquer parce que moi, j'ai dit dans mon discours là, de manif, j'ai dit que tu sais, le gouvernement nous disait de se réinventer, les artistes. Puis moi, j'ai dit, c'est au gouvernement de se réinventer. Puis après ça, toi, tu l'as dit à Sophie Durocher. Cette phrase. Je me rappelle. Ben, excuse-moi, j'ai volé ta joke. Combien je te dois? Ben, c'est ça, puis moi, je me rappelle, j'avais entendu ça, puis c'est là que je t'avais tagué, puis j'ai fait comme « Hey, c'est ma joke! » Mais tu l'avais dit, en plus, quand tu l'avais dit à Sophie, tu avais dit « Ah, ça a été dit dans la manif. » parce que... Mais c'est subliminal, là. Je l'ai Oui. pas fait exprès. Je vole pas toutes les jokes. Non, c'était pas Gad Elmaleh. Non, mais moi, j'adore ça. Si je peux dire des choses, puis après ça, tu les reprends, là, comme fais attention, parce que j'ai des trucs vraiment rades des fois, mais ça va me faire plaisir. Prochaine fois que je pose une question au Salon Bleu à François Legault. Oh oui, Oh. cite-nous! Appelle-le Frankie, comme on l'appelle Oui. au podcast. Ou à Bernie, Bernard Bernie, oui, Bernie. Puis nous, on s'était rencontrés. Rouba était venue voir mon show québécoise que j'organise depuis. En fait, elle est allée voir. Oui! C'est vrai. C'était Sans- très, on très se connaissait même bon. Non. T'étais juste venue comme ça avec Shafika. Oui, Shafika Vaitiana Tazarma. Oui, Vas-y, à l'époque. Non, je m'excuse, Shafika. On s'est c'est pas plus assez facile, Rouba. côtoyé. Oui, c'est plus facile, Rouba. Puis c'est un show. Oui, je C'était me la rappelle. première année que je le faisais, un show où est-ce qu'il y a que des femmes de la diversité culturelle comme humoristes sur le show. Puis là, Rouba qui débarque, puis elle est comme, on peut-tu prendre une photo? J'étais comme, oui, Rouba, on peut prendre une photo, s'il te plaît, prenons une photo. Fait que merci d'être J'ai là. adoré cette soirée-là. C'était Merci. vraiment, vraiment bon. Je veux juste shameless plug. On en refait un autre cet été québécoise, si jamais. Là, allez-y. 18 juillet au Osgang Plaza. On s'en reparle tantôt. On s'en reparle. Ben oui, puis on dit « Ben merci. » Ben là, On est trop contentes. En plus, cette fois qu'on voit merci de Ruba. m'inviter. Merci Ben à tout oui. le monde aussi d'être ici. J'imagine la salle est pleine. Vous êtes venus me voir, hein? C'est Oui, ça? vous oui. pour Rouba. Vous avez raison. On fait de la propagande solidaire Ben, comme... merci de en m'inviter. tout cas. Ça va me permettre de gagner cette fois. Oui, on espère. C'est ça, On aurait dû le faire en la novembre, course, là, d'abord, pour t'inviter. C'est ça, l'année passée, vous m'avez pas invité, fait que j'ai perdu. C'est Mais là, ça va être différent. C'est la Parce que je suis Godot. venue ici. Oui, avec ta belle ceinture Oui, fléchée j'ai aux une couleurs de la Palestine. Moi, quand c'est la Saint-Jean, je ne me promène jamais sans ma ceinture fléchée, mais aux couleurs du drapeau palestinien, parce que je suis d'origine palestinienne. Et donc, la Saint-Jean, vive le Québec libre et vive La Palestine libre, oui. Et ça,
Ça, c'est juste pour vous raconter. C'est vraiment une idée que j'ai eue. J'ai dit, un jour, ça serait le fun d'avoir une ceinture fléchée aux couleurs du drapeau palestinien. Parce que là, ça montre le maillage. J'essaie souvent de parler de ça. Les personnes issues de l'immigration, mais tout à fait québécoises, métissées serrées, comme disait l'autre. Oui. Et c'est vraiment, je le pensais dans ma tête. Puis c'est vraiment une dame de Québec qui, à force de m'entendre parler de la Palestine, bon, sur Twitter, les gens ils disent, coudon, t'es-tu députée de Mercier au Québec ou t'es la députée de Gaza? Ça, c'est ce que je reçois comme message sur X. Mais cette dame-là, elle a beaucoup, beaucoup aimé comment j'en parle. Puis elle fait ça à temps plein. Une vieille dame à Québec, puis elle me l'a envoyée, puis je l'ai appelée pour la remercier. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Ça a l'air de rien, là, tout le monde en regarde. Ça a l'air ringant, mais c'est très, très, très beau. Non, c'est magnifique. C'est notre nouveau commanditaire, d'ailleurs, la Madame de Québec avec les ceintures fléchées. J'adore. J'oublie son nom. Ouais. Mais merci. On voulait aussi souligner, on est le 21 juin aujourd'hui, donc on est la Journée nationale des peuples autochtones. Connaissez-vous vos 11 nations du Québec autochtones? Ça va être à l'examen, OK, la semaine prochaine. Puis on voulait dire un gros merci aux éditions Ananorak qui nous ont envoyé des livres, dans le fond, de leur édition, dont le livre de Cindy Wild, Émergence insoumise, qui est une Atikamekw aussi, je pense qu'elle est comme les deux en même temps. Et c'était super intéressant. Moi, j'ai lu, j'ai adoré ça. Fait que si vous êtes des éditeurs, vous voulez nous envoyer des livres, ben comme let's go. On les lit pas tout le temps, on est dans le jus, mais on est vraiment content de les recevoir. Oui, puis on a reçu même des mêmes éditions, on a reçu Envale-toi, c'est quoi cette expression-là? Envole-toi, Migoun de Moira Washeshkun Bacon, de la même maison d'édition. Puis on compte bien inviter certaines de ces auteuristes dans de futurs épisodes de Farouche. Fait que, à suivre, merci les éditions Ananorak. Merci Rouba. Merci. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis notre dernier épisode. Oui, et rappelons que le bulletin de nouvelles peut contenir de la fausse information pour les besoins de l'humour. OK? Non, mais c'est parce que des fois, poursuivez-nous pas en diffamation, s'il vous plaît. On n'a pas encore fini de payer ce qu'on devait à l'impôt. Parce que oui, Régent, non seulement on est des artistes qui payent des impôts, mais on est des artistes non subventionnés. Ouais. Fait que donnez à notre Patreon, s'il vous plaît. Oui. On va partir ça avec... voilà. Bonne nouvelle pour la Ville de Québec. La filiale infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec a déposé un projet de mobilité pour la région qui inclut un tramway. Wouh! Tu sais, là, la technologie qui fonctionne très bien depuis près de 150 ans. Pardon. Oui, en plus, Québec avait déjà eu un tramway de 1897 à 1948. Puis moi, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1948 pour qu'on arrête ça? Coudon! Denis Coderre était-tu maire de Québec en 48? On sait tous que historiquement, ça se peut pas, mais je peux quand même imaginer Denis Coderre un peu sous dans un party entouré de monsieur de finance qui joue à qui pisse le plus loin, dire qu'il a été maire de Québec depuis 1948. Oui, c'est son genre. C'est son genre. Le tracé proposé par la CDPQ Infra est le même que celui suggéré par Régis Labaume en 2018. Ce qui signifie que la capitale nationale aurait pu déjà avoir son tramway si la CAQ n'avait pas caqué. Hein? C'est-à-dire refuser de mettre en place des bonnes idées sous prétexte que si tu donnes pas d'argent à mes amis, ben t'es pas mon ami. Et oui, et malheureusement, Pierre Poilievre, alors que nous autres, on veut vraiment pas en parler, on est désolé, a dit que s'il était premier ministre, il n'investirait pas une scène d'argent fédéral dans un projet de tramway. OK, mais si t'étais premier ministre, Pierre, t'investirais dans quoi? D'un pick-up, l'eau en bouteille, dans la crypto-monnaie d'Andrew Tate? Oui, elle s'appelle Daddy. Je sais pas si c'est vrai. Elle s'appelle Daddy. Pierre Poilievre ne donnerait donc pas d'argent fédéral au projet. Puis ça, c'est l'argent ramassé dans les impôts de qui? Déjà? Ouais. Si Pierre Falardeau était encore en vie, il dirait « Ils sont en train de nous fourrer avec notre argent! » Oui. Donc, Pierre Poil de poche, ça va être ça. Dorénavant, on a décidé que ça allait être ça. Ça sonnait mieux que Poilievre. A aussi déclaré que les conservateurs respecteront les automobilistes, les gens des banlieues et des régions. Hein, puis le monde des centres-villes, ils n'ont pas le droit d'être respectés. Hein? Faut déjà qu'on deal avec vos bachelorette parties. On est obligé de dérouler le tapis rouge pour vos voitures? On n'est même pas pour accommoder toutes vos chars parce que vous autres, vous vouliez une piscine hors terre, la gang. C'est ça. On fera pas ça. Mais, point positif, la CDPQ Infra ne recommande pas le projet du troisième lien. Ah! Oui! Elle affirme dans son rapport que l'ajout d'un lien interrive à l'Est aurait pour effet de déplacer la congestion et se traduirait même par une hausse importante de la congestion sur le réseau routier. Tiens. Sauf que,
encore une fois, la CAQ a caqué et a tout de même décidé de donner le feu vert au projet du troisième lien en offrant le mandat au ministère du Transport. Oui, fait que la ligne du temps du troisième lien, la gang, OK, c'est la CAQ propose le troisième lien. Finalement, c'est un troisième lien transport collectif. Bernard Drinville pleure. Ils perdent leurs élections partielles à Québec. François Legault pleure. On l'a pas vu, mais on sait que c'est arrivé. OK? Là, Bernie chante une toune d'automne. Ça n'a pas rapport, mais c'est un grand moment, faut jamais l'oublier. Puis là, il ramène le troisième lien. Ouais, grosse ligne du temps. On dirait ta chum Cynthia, qui est en relation de couple on and off depuis 6 ans avec son chum Kevin. Mais même elle, sa relation avec son fuckboy est plus stable que la CAQ puis le troisième lien. Oui, et c'est avec un nouvel argument que la CAQ a proposé son projet de marde, la sécurité économique. Hein? Puis pas sécurité économique dans le sens où on arrête l'inflation dans les épiceries puis la crise du logement. Non, non! Non, la ministre Geneviève Guilbeault a affirmé en conférence de presse, et là c'est une vraie citation, « Imaginez si un jour il arrivait quelque chose. Il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. » On n'est pas à l'abri qu'un jour, il se passe quelque chose sur l'un des 2 ponts et qu'on doive le fermer. Pendant ce temps, le gouvernement de la CAQ n'a aucun vrai plan de résilience face au changement climatique. Tu sais, des choses qu'on pourrait prévoir. Là. La CAQ préfère donc prévoir l'imprévu que de prévenir le prévisible. Wow! Je m'excuse, ça sonnait vraiment comme une toune de Loco Locas. Je m'excuse. C'est vrai. Alors, on verra ce qui va arriver avec le troisième lien. Hein. C'est à l'étude. Hein. Le troisième lien a d'ailleurs plus d'études qu'un doute d'impro qui se cherche. Oui. Sinon, le Québec vient de traverser une canicule particulièrement intense et hâtive, ayant enregistré le 19 juin le plus chaud depuis le début de la récolte des données en 1941. Tu sais, là, des canicules prévisibles, François. Oui, en effet, partout dans la province, des records ont été battus. Puis là, d'ailleurs, ça serait le temps, je pense, la gang, qu'on arrête de dire que c'est des records, hein, parce que ça sonne comme positif. Ça fait genre, hey, on est rendu à 12 mois consécutifs de records de température moyenne. Yeah, wouh, on est du bon côté, là, comme on continue comme ça. Go, Kevin! Et seulement un tiers des piscines extérieures de Montréal étaient ouvertes quand la canicule a débuté, ce qui a enflammé la twittosphère. Certaines personnes accusent Valérie Plante d'être en retard sur l'ouverture des piscines municipales, alors qu'elles n'ont jamais été ouvertes avant la Saint-Jean. Stéphane. On l'imagine, Stéphane. En effet, les employés de ces piscines, hein, qui sont des personnes en petite short rouge de 16 ans, on le rappelle, ben, sont présentement occupés. Ils ont leurs examens du ministère à faire dans des écoles non climatisées. Donnez-leur une chance. Sauf qu'il y a pire. Quoi, il y a pire que la planète qui brûle? Oui, Coralie. Ah, tu veux dire ce qui se passe en Palestine? Non, je veux parler d'une tragédie locale, Coralie. Ah, du 14e féminicide cette année? Non. Du concert de Pitbull annulé? Non! Oui, mais non, il y a des terrasses non conformes qui ont dû fermer durant le week-end du Grand Prix, Coralie. Ah non, les pauvres riches qui n'ont pas pu boire leur Cape Cod, qui est juste un esti de vodka canneberge, en toute quiétude. Oui. D'ailleurs, une minute de silence a été observée pour honorer les petites crevettes cocktails qui n'ont pas pu être servies entre 2 tours de piste de Monsieur Millionnaire qui brûle du gaz. Et en passant, Frankie, les conséquences environnementales du Grand Prix? Prévisible. Oh yeah! Merci, c'était notre petit tour d'horizon de l'actualité. Toi, Rouba, est-ce qu'il y a quelque chose, à part ce qui concerne ta propre vie, est complètement éclatée depuis le début de la course du cours? Honnêtement, j'ai l'impression que la canicule, c'est dû à 100% à cause des demandeurs d'asile. Tu sais, parce qu'il y a un pays chaud. Oui, Fait c'est qu'ils la faute à amènent l'immigration. chaleur avec eux. C'est vrai. C'est Je vrai. pense, c'est ça. Il l'a pas encore sorti. Là. Je sais pas s'il écoute le podcast, il va peut-être dire « Ah ben oui, ça doit être vrai, ça. » j'avais Il pas va pensé. allumer. Rendu là, on va lui donner François, des là. idées. Ouais. Oui, ça fait peur quand même. On va lui donner des idées Ouais, de juste ouais. blâmer tout sur l'immigration. Mais comment, comment tu... Ah, Nous, à l'Assemblée nationale, oui. est-ce que les tables se flippent? Oui, on se posait ça parce que là. Non, mais c'est comme des pupitres pour comme les enfants. Tu sais, tu peux mettre des affaires, puis des cahiers, puis des crayons. Là. Fait que tu pourrais Ou des flipper fois, le dessus, Quand tu sais, parce que- caché dans. Ouais. Mais c'est fou parce que, tu sais,
des fois, ils disent des affaires comme qui nous font vraiment sortir de nos gonds, comme qui sont vraiment fâchantes, mais on n'est pas toujours à l'Assemblée nationale, ce qui est une bonne chose pour notre santé mentale. Fait que là, tu le vois, puis on se fâche nous-mêmes, puis des fois, tu fais des entrevues, puis j'ai réagi, par exemple, à cette affaire-là. Les demandeurs d'asile sont 100% responsables de l'itinérance, de la crise du logement et tout ça. Mais ça arrive, tu sais, moi, je suis assise vraiment là, au Salon Bleu, en avant, puis je le vois, il est comme de biais ici, François Legault. Puis c'est surtout, moi, j'ai vraiment flippé, surtout par rapport au bureau du Québec en Israël. Ouais. Puis à plusieurs reprises, moi, j'ai posé des questions, mais la façon que ça fonctionne, c'est nous, quand on pose des questions, les simples députés, bien, ce sont les ministres qui répondent. Fait que c'est la ministre des Relations internationales qui avait répondu. Mais à plusieurs reprises, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a interpellé le premier ministre. Puis à chaque fois qu'il répond, je trouvais ça tellement horrible, ses réponses, tellement déconnectées, insensibles, que j'ai osé dire... C'est dégueulasse. Mais tu sais, j'ai pas le micro ouvert, là. Là, je suis assise. Puis souvent, tu sais, tu dis, on est très rarement en accord avec l'autre côté. Fait que normalement, on pourrait comme dire, OK, c'est correct, là, on peut relaxer pendant la période des questions. Mais je suis pas capable. Tu sais, je veux dire, je me fâche, je dis des mots, je parle tout seul, mais tu sais... C'est un mot proscrit dégueulasse? Ben, en fait, c'est que j'avais pas le micro ouvert. Fait que je disais, c'est dégueulasse. Tu sais, la conversation n'était pas avec moi. Je l'ai juste dit de même. Puis là, Simon Jolin Barrette se lève. Lui, il se lève. Ça, c'était vraiment il y a comme 2-3 semaines. Il se lève et il dit « Madame la présidente, la députée de Mercier a dit des mots orduriers. » Il a vraiment dit ça. Oui, la garderie! Allez voir le journal. Là. La cour d'école. Mais tu sais, comme quand on regarde ça à la télé, il faut le voir là, sur le site de l'Assemblée nationale, on ne m'entend pas. Fait que les gens, il y a plein de monde qui me textait, là. Il me disait « Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? » Puis là, j'ai dit « Dégueulasse. » Oh, c'est plat. Tant qu'à faire. Mais j'ai été obligée quand même de le retirer, même si personne ne l'a entendu. Fait que j'ai dit « Je le retire. » Mais tout le monde, tu sais, les gens qui m'ont pas texté, ils savent pas ce que j'ai dit, là. Maintenant, oui. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, c'est su. Maintenant, tout le Québec le sait. C'est quand même drôle parce que le mot ordurier, c'est ordure. C'est comme, oui, des ordures, c'est dégueulasse. En tout cas, ça a l'air plus vulgaire, mais finalement, c'est juste... On aurait pu le défendre. Mais c'est juste pour dire qu'on pourrait comme s'habituer, mais je sais pas, moi, c'est mon sang palestinien qui... Ben non, mais... je m'énerve. C'est comme à effacer en arrière de la tête. C'est dur, des fois. Sinon, tu peux dire, ben regarde, on n'est pas d'accord, puis tu peux sombrer dans le cynisme. C'est pour ça que c'est important qu'on sorte de l'Assemblée nationale, puis qu'on aille... qu'on sorte de cette bulle. C'est vraiment une bulle, l'Assemblée nationale. Mais surtout, le petit bleu hôpital, là, mon bleu, là, ça vient pas vous chercher un petit peu. Je sais que c'est pour votre teint. Il paraît que c'est pour le teint, la gang. Le salon bleu, il était pas... Oui, le salon bleu était pas vert avant. Ouais. Ah! C'est-à-dire qu'avant, qu'avant... il pas bien. Oui. À l'écran, c'est ben, ça? moi, j'étais pas là. C'était dans les années... dans le temps, je sais pas, ça fait longtemps. Mais c'était un beau verre. Pas un beau verre comme ça, probablement. C'était un autre verre. Mais en fait, c'est ça. Il était vert. Puis quand ils ont commencé à mettre des caméras, j'arrive plus à me rappeler là, en quelle année. Il faudrait faire une recherche. Mais c'est switch, en fait, noir et blanc à couleur. Ah oui, c'est ça. OK. Ouais. Mais bravo. Mais, c'est vrai parce que toi aussi, t'es politicienne. Oui, c'est ça. Elle était là dans le temps. Là, c'est parce que le bloc-pot, on voulait que ça reste vert. Mais là, on ira... Ouais. Mais là, c'était la dernière journée, vendredi, je me perds, là, il y a 2 semaines, qu'on siégeait au Salon Bleu parce que là, il va être en rénovation avec vos taxes. Ah, bien sûr. Et on va aller au Salon Rouge, puis le Parti libéral est très content. Là, S'ils écoutent Farouche, les gens qui vont faire les rénovations, on demanderait des bureaux qui se flippent. C'est ça notre seule demande. Ouais. Juste pour roubat de temps. Ah, oui. Puis sinon, nous, dans l'actualité, nous, qu'est-ce qui nous a bien marqué aussi, c'est les élections en France. Là, ça ne nous touche pas directement, mais c'est comme une terrifiante montée de l'extrême droite. Toi, en tant que politicienne de gauche, là, comment de gauche, puis aussi, je suis députée de Mercier. Mercier, c'est pas Mercier Hochelaga-Maisonneuve, c'est le Plateau et le Myland. Fait que t'en as des Français. Ah oui. Puis, mais c'est sûr. Tes consoles, les citoyens, tout ça. Puis partout, je suis très contente. On voit partout les affiches du Front populaire, là, la gauche qui a décidé d'arrêter de se chicaner. Quand c'est comme vraiment... parce que c'est très, très, très épeurant, qu'est-ce qui s'en vient.
Puis, tu sais, des fois, on a l'impression qu'au Québec, on est à l'abri de ça. C'est pas aussi intense qu'en France, mais quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, aussi la montée de la droite, avec les sondages au Canada, Poilievre qui pourrait arriver, c'est très, très inquiétant. Tu sais, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une manifestation des anti-choix. Oui, vous étiez là, les deux. On était là les deux. C'est vrai? Je t'ai cherché. Ben oui. on Non, s'est pas c'est ça. vu, oui, mais cette manif-là faisait peur. Là. Vraiment, puis ça fait, je pense, la dernière, c'était dans les années 80. Là. Ouais. Si maintenant, ces gens-là pensent que le Québec est un terrain fertile pour amener des idées de droite qui mettent à mal les droits des femmes, c'est parce qu'on n'est pas à l'abri. Il faut vraiment qu'on reste vigilant. Fait que c'est sûr que oui, c'était peurant, puis on a besoin de partis de gauche au Québec fort. Oh que oui! Et partout, Message partout dans le monde. Oui, Ouais. oui. Merci. Ça paraît peut-être pas, mais farouche, on est de gauche. Ouais, c'est ça. C'est subtil. C'est ça. subtil. Votre, Mais quand- votre public aussi. Oui. je pense. Ça devrait. Visiblement. Sinon, vous allez Ah non, il y a trouver quelqu'un la qui soirée. vient de quitter. J'allais dire, sinon, la soirée va être longue. Oui, c'est ça. Toi, Coralie, qu'est-ce qui t'a marqué? Moi, ben, je vais pas dire comme si j'étais surprise, mais la terrifiante enquête du Devoir sur les policiers qui sont surreprésentés dans les cas d'agression sexuelle et d'alcool au volant. Bruit de qui crée de personnes pas surprises. Mais oui, c'est Amélie Pineda, cette charmante journaliste d'enquête qui a encore été et qui a encore été une fois pas blanchie, je sais pas comment le dire, mais le conseil de presse Encore pris son bord. a encore pris son bord suite à l'histoire avec Isabelle Haché et Julien Lacroix pour dire que oui, c'est une bonne journaliste d'enquête et elle a bien fait sa job. Eh bien, elle a fait une enquête sur les policiers, des différents corps policiers au Québec, là, que ce soit SPVQ, SPVM, la SQ aussi. Et les policiers sont vraiment surreprésentés dans les cas de violence conjugale, normalement dans les cas de criminels. C'est à peu près 23 % je pense, qui sont des cas sourds d'agression sexuelle ou de violence conjugale. Et les policiers, quand ils sont devant la justice, ben, c'est à peu près 53 % de ces policiers-là qui sont accusés de violence. Et on rappelle que ces gens-là sont armés. Hein, et ça fait quand même peur quand on lit cet article-là parce qu'il y a vraiment des extraits, là, un petit trigger warning ici, si vous écoutez à l'audio, de passer ça. Mais des moments où, par exemple, les policiers ont encore leur arme et ils menacent leur conjointe au téléphone. Et ça, je comprends pas. Des policiers qui donnent des preuves comme ça à la justice. Et après ça, ben, ils menacent leur conjointe en disant comme « Hey, j'ai encore mon arme de policier avec moi et je pourrais faire quelque chose avec. » Donc, c'est vraiment terrifiant quand même. C'est pas quelque chose qui est comme très surprenant. On avait déjà entendu ce genre de cas-là, mais là, de les voir toutes rassemblées ensemble grâce à Amélie Pineda, c'était quand même quelque chose. Donc, je vous invite à regarder ça au Devoir si ça vous tente, mais sinon, c'est pas grave. Hein. Faites juste crier à cab, puis ça résume, là. Ça va Mais- être... Et toi, Emna? Non, moi, mon Dieu. OK, là, on reste dans le trigger warning, la gang. Continue à skipper, là, si jamais, parce que je sais pas si vous avez entendu parler du film Maria, qui a été présenté à Cannes cette année. Moi, c'était passé sous mon radar. C'est un film de la réalisatrice Jessica Palud. Ça raconte l'histoire de Maria Schneider, qui est une actrice française qui est décédée aujourd'hui, malheureusement, qui a été agressée sexuellement pendant le tournage du film de Bernardo Bertolucci, Un dernier tango à Paris, en 72. OK? Puis là, ce film-là est fait, c'est comme un film documentaire. Ben, non, c'est une fiction, mais c'est basé sur sa vie, qui sort, je pense que c'est sorti il y a 2 jours en France, pour raconter la version de Maria, parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que Maria Schneider avait été choisie à l'époque, elle avait 19 ans, pour jouer aux côtés de Marlon Brando, qui avait genre 50 ans à l'époque, normal, classique. Le sujet du film, c'était la passion torride entre un veuf américain de passage à Paris et une jeune femme. OK? La base là, de tous les films qui ont été conçus dans ces années-là. Puis, il s'est passé quelque chose de vraiment horrible pendant le tournage d'une des scènes. Le matin même, Bertolucci et Marlon Brando s'étaient consultés. Puis, ils avaient décidé, sans prévenir Maria Schneider, que Brando violerait Schneider pour vrai pendant le tournage par, je m'excuse, sodomie avec du beurre en guise de lubrifiant. C'est vraiment atroce. Puis, ça a l'air que c'était pour que l'actrice sente la rage et l'humiliation pour vrai. Et là, l'actrice a révélé après coup que ses larmes et ses cris pendant la scène, ben, ils étaient réels. Je ne peux pas croire que je n'avais pas vu ça passer. Semble-t-il que personne n'a écouté, jamais, évidemment, sa version des faits. Personne ne la prenait au sérieux quand elle a dénoncé à l'époque que cet événement-là
évidemment complètement détruite, qu'on lui offrait que des rôles ensuite où est-ce qu'elle devait soit jouer nue, soit jouer des femmes folles, des femmes lesbiennes ou des femmes meurtrières. Je sais pas. Pour moi, il y a un lien ici à faire. Là. Oui, moi aussi, j'aurais envie de tuer après. Puis qu'elle n'a jamais vraiment joué avec des hommes de son âge non plus. Hein? Une autre surprise. Puis dans un documentaire auquel elle avait participé en 1976, elle disait déjà à l'époque, c'est fou parce que ça sonne comme des mots qu'on emploierait aujourd'hui, elle dit « Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la plupart des hommes, les agents sont des hommes et j'ai l'impression qu'ils ont des sujets que pour les hommes. » J'ai envie de vous lancer sur... On a tellement la mémoire courte. Ben oui. Ça a pas... Pourquoi on répète toujours les mêmes erreurs, mais dans tout, là, je veux dire, un génocide, des guerres, les droits des femmes qu'on continue, qu'on perpétue. Je peux pas croire qu'on n'écoute pas les femmes, les personnes issues des groupes marginalisés la première fois, encore et encore. Et puis, je sais pas c'est quoi dans... Je fais du pouce sur ce que tu dis, là, mais Tarantino, là, dans Inglourious Basterds, si je me trompe pas, il y a une scène où, j'ai oublié le nom de l'actrice, elle se fait étrangler. OK. Puis Tarantino, il trouvait qu'elle jouait pas assez bien. Fait que c'est lui qui l'a étranglée. Puis qui regardait, puis il était comme, non, c'est parce qu'il faut que tu vois l'œil là, qui commence à mourir. Comme... Puis il y a tellement de monde qui sont comme, quel grand réalisateur, Tarantino. Mais c'est encore en train d'arriver. Puis ça, Inglourious Basterds, c'est genre 2011, genre, I guess. Je sais pas, il y a sûrement d'autres de cinéma qui vont venir de mansplainer ça dans nos commentaires. Mais, fait que c'est encore en train d'arriver. Ben, puis, tu sais, je veux dire, ça fait un petit bout, mais quand même, on en laisse passer pas mal. Là. C'est souvent, tu sais, on dit que les artistes qui créent, tu sais, c'est tellement des génies. Il y a eu un autre aussi, là. Son cas est très, très connu. Comment il s'appelle? Mon Dieu, son nom, évidemment, m'échappe tellement que je veux le dire, là, polonais, là, j'oublie son nom. Roman Polanski. Oui, Roman Polanski. Tu sais, dans le milieu du cinéma. Oui, c'est des grands génies. C'est ça, c'est des génies, puis que l'art justifie, là, ce côté créateur là, justifie tous les crimes ou les abus qui sont commis et tout ça. Là. Et des fois, on va dire qu'il faut séparer l'artiste de son agression. De son agression, puis la personne. Ça part, mais c'est ça, semble-t-il que c'était monnaie courante à l'époque. J'espère qu'on a évolué, mais peut-être qu'on va découvrir encore des choses plus tard. Même maintenant au Québec, par exemple, dans les scènes de sexualité ou de nudité, il y a ce qu'on appelle des coachs non pas des coachs, j'ai oublié le nom. Des conseillers de l'intimité ou une affaire de même. Ouais. Je sais pas s'il y en a tout le temps, si c'est obligatoire, si ça dépend des producteurs ou des réalisateurs, là, mais on dirait ça devrait exister. Moi, je pourrais pas. Avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, je peux pas croire qu'on mettrait pas ça en place systématiquement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est systématique. Mon chum est acteur, il faudrait que j'y demande. Oui. Mais maintenant, il n'y a plus le droit de faire. Depuis que tu es avec moi, il n'y a plus le droit. Non, c'est ça! Ou en tout cas, il faut que tu approuves le scénario. Oui, c'est ça. C'est moi qui approuve tout. Oui, puis c'est bizarre parce qu'il y a aussi un moment où ça a aidé ça, parce qu'il y a eu la COVID. Il y a eu MeToo, COVID. Fait que là, le monde était comme, ouais, ils se frenchaient tout le temps, la gang. On est obligés. C'est pas nécessaire. Fait que ça a switché, mais j'aurais été curieuse de voir sans la COVID si on aurait eu aussi ces gens-là. Oui. On ne le saura jamais, mais c'est quand même drôle. Non, mais on va se le dire, ça a eu ça de bon, la COVID. C'était cool, la COVID. Non, c'est vrai. T'imagines, elle rap ça de même. C'était vraiment nice, les gens qui sont morts dans les CLS et puis tout. Hey, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Non, c'était une blague. C'était une blague pour les besoins de l'humour. Oh yeah! Mais on va poursuivre la discussion parce que c'est maintenant le moment du podcast où on pose des questions plus spécifiques à notre invité pour apprendre à mieux la connaître et à savoir comment se manifeste son féminisme au quotidien. Oui, ben là, moi, je voulais commencer par parler de toi de manière plus personnelle. On en a parlé souvent à l'Assemblée nationale, le fait que tes grands-parents ont quitté la Palestine à cause de la Nakba il y a plusieurs années. Toi, tu es né au Liban. Oui. Tu es arrivé au Québec. Mais j'ai pas vécu au Liban. Je suis née au Liban, puis ma mère a accouché là, parce qu'elle voulait être proche de sa mère. Puis après ça, elle est allée aux Émirats arabes unis, où mon père, ils étaient déjà installés là, quand ils sont mariés. Et j'ai vécu là mon enfance aux Émirats arabes unis, un pays pétrolier. Oui! Wow! À côté de l'Arabie saoudite. Fait que j'ai vécu mon enfance là, j'ai aussi mes sœurs qui sont nées là, mon frère. Puis je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans, je parlais pas un seul mot de français. Wow. Fait que j'ai appris ici le français. Ben, c'est merveilleux. Puis ça...
ça te fait quoi de voir des années plus tard? T'as jamais vécu en Palestine? T'as jamais Non. eu l'occasion Non. de le faire? J'ai jamais même visité. Ça a été comme un projet qu'on voulait faire Ah. avec ma famille. Il y a beaucoup de gens, je connais des gens, des Palestiniens, des amis qui ont visité. Mais moi, toute ma famille, c'est soit ils sont un peu partout à travers le monde, mais la grande majorité sont au Liban. Puis je suis allée les visiter quelques fois. Mais en Palestine, on n'a plus aucune famille proche. Peut-être des gens très, très éloignés. Ils ont tous vraiment quitté. Mais cette identité palestinienne a toujours été présente. Puis moi, je dis souvent, toute mon enfance, mes parents me parlaient du rêve d'un jour avoir un pays. Le pays, la Palestine. Là. Oui. Ils parlent pas du Québec parce que c'est pas encore ici. Là. Oui, aux Émirats Arabes Unis, t'es comme le Québec, on visite pas le pays. C'est hot. On fêtait la Saint-Jean aux Émirats. C'est vrai. Ah. C'est pas vrai. Mais j'avais entendu des entrevues, je pense, de la députée en France, là, Rima Oui. Moubarak, je pense, Oui. qui parle de cette espèce de droit de visiter son pays d'origine qui lui a Exact. été comme volé. C'est ça. Elle, je pense qu'elle vivait, je ne sais pas si c'était en Syrie ou en Jordanie, Oui. là, j'oublie. C'est vrai. Moi, parce qu'il y a eu des réfugiés en Jordanie, dans plusieurs pays. Moi, c'était au Liban. Oui, c'est tous les Palestiniens de la diaspora. Il y a toujours ce rêve-là du droit du retour. Tellement que j'ai une sœur, 15 ans plus jeune que moi. Elle est née au Québec. Et ma mère, la première chose qu'elle fait, elle appelle ma grand-mère, qui à l'époque habitait au Liban. Là, elle est décédée. Et elle lui dit, tu sais, elle lui envoie les papiers, l'acte de naissance. Puis là, ma grand-mère, elle s'en va dans un bureau au Liban pour sortir un papier qui dit que ma sœur, qui est née ici au Québec, est palestinienne. Parce qu'il y a pour garder ce droit du retour. Fait que moi, j'ai mes papiers qui prouvent que je suis palestinienne pour qu'un jour, s'il y a le pays de la Palestine, qui est comme tellement difficile avec la situation actuelle, là, pour qu'on puisse un jour revenir. Fait que ça, c'est très, très marqué chez tous les Palestiniens. Là. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Moi aussi, j'ai ça. On a ça en Tunisie, pas évidemment pour les mêmes raisons, mais mon père m'a enregistré quand je suis née ici pour que je puisse avoir la citoyenneté tunisienne et tout. Puis là, j'ai voulu, il y a quelques années, j'étais allée en Tunisie pendant plusieurs mois, puis je voulais faire mon passeport, pour comme, je sais pas, réclamer cette citoyenneté tunisienne. Ils n'ont jamais trouvé mon papier. Oh Puis on s'est rendu compte des mois plus tard qu'ils m'avaient mis la mauvaise année. Ça veut dire que née 3 ans plus tard. Ça veut dire que s'il y a le pays de la Palestine, peut-être que ça ne voudra plus rien dire, mon papier. Non, il va vouloir dire quelque chose, peut-être que tu vas avoir genre 10 ans plus jeune comme moi j'avais. C'était un peu... Non, ça se prend bien. Puis, on en a parlé un peu tantôt de la problématique du Bureau du Québec à Tel Aviv. Oui. Est-ce que pour les gens là, qui ne savent pas encore full c'est quoi, peux-tu expliquer un peu vite la problématique pour ces gens-là? Oui, bien en fait, le Québec, qui n'est pas un pays, on a quand même des délégations à l'étranger un peu partout dans différents pays. Et là, le gouvernement, puis c'est une idée de Fitzgibbon, il était très, très fier, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie. Ça fait quelques années, et ça fait quelques années qu'il travaillait à instaurer un bureau puis du Québec à Tel Aviv pour faire des affaires, pour que des entreprises québécoises puissent aller dans toutes sortes de domaines économiques, aller faire des affaires puis de la business. Puis, donc, cette idée-là datait de quelques temps parce qu'on n'en avait pas au Québec. On n'en avait pas à Tel Aviv. Et là, il y a eu ce qui s'est passé le 3 octobre dernier. Puis, il y a eu les attaques contre Gaza. Puis là, le gouvernement, il s'est dit, on ne peut pas l'ouvrir tout de suite parce qu'il y a quand même une guerre. Donc, on va attendre pour la sécurité. Ce n'est pas une bonne idée. Fait que là, ça avance. Le nombre de morts augmente à Gaza. Le gouvernement Netanyahou est accusé de risque plausible de génocide, de crimes de guerre, etc. Et là, le gouvernement dit, on a assez attendu. Là, on va l'ouvrir cet été. Parce que là, la sécurité, c'est correct. Fait que je ne comprends pas leurs critères. Et là, ils ont décidé de l'ouvrir. Mais je veux dire, on n'a pas un bureau du Québec dans tous les pays du monde. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire d'en ouvrir un à ce moment-là? Moi, j'ai porté une pétition à l'Assemblée nationale qui a été signée par 12 000 personnes. C'est quand même beaucoup. Signer une pétition de l'Assemblée nationale, c'est pas très évident. C'est pas facile. C'était beaucoup. Puis je l'ai déposée à l'Assemblée nationale et on a posé des questions. Puis malgré ça, le gouvernement ne veut rien savoir. Fait que ça prend une pression populaire forte quand même pour qu'à un moment donné, ils se disent, faudrait peut-être qu'on se garde une petite gêne. Mais là, malheureusement, ça va ouvrir cet été. Ouais, c'est la peut-être déjà le cas. Oui, c'est ça, encore une fois. La gang se mobilisait. La mobilisation populaire, oui. Ouais. Non, mais c'est ça. Puis à aucun moment, ça a été comme, la sensibilité de...
avec ce qui se passe à Gaza. C'était vraiment non pour des questions de sécurité. Ouais, puis une des questions qui était posée, ben c'est quoi la ligne rouge? Parce qu'eux autres, ce qu'ils disent, puis tu sais, d'une certaine façon, c'est vrai, c'est que ben on a un bureau en Chine. Donc, la Chine ne respecte pas les droits humains. Oui, je comprends, mais là, il n'y a pas de génocide. Puis peut-être qu'il faudrait réviser quand on ouvre nos délégations, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Le gouvernement, pour lui, ces bureaux-là, c'est des bureaux de commerce. Alors que dans d'autres gouvernements, par exemple, au début, l'idée, c'était de faire connaître la culture québécoise, de peut-être un jour, si on veut devenir un pays, de pouvoir avoir une reconnaissance de ces pays-là. Un peu comme la Palestine. La Palestine n'a pas d'ambassade, mais elle a un consulat ou des bureaux, je ne sais pas comment ils appellent ça, par exemple à Ottawa, à Paris, une délégation palestinienne. Donc, ça existe là, des pays, des nations qui ne sont pas des pays. Donc, c'est très, très bien que le Québec fasse ça, mais à un moment donné, il faut tracer une ligne rouge. Un génocide, je veux dire, s'il y a un génocide, donc c'est correct. Ça devrait être le deal breaker. C'est pas correct. Ouais, génocide deal breaker. Ouais. C'est quand même assez... C'est immoral, c'est immoral. C'est ça. Ouais, vraiment, complètement. Puis c'est un peu bizarre, parce que je trouve que je sais pas pour s'il y a bien des fans d'histoire du Québec ici, mais tu sais, le Québec a comme tout le temps soit une histoire avec Israël, donc ils sont comme, tu sais, Israël, c'est un petit pays d'à peu près 8-9 millions de personnes, ça ressemble au Québec. Puis il y a beaucoup de monde qui ont utilisé Israël pour, mettons, dire que c'était un argument pour l'indépendance, mais il y a aussi beaucoup d'indépendantistes de gauche qui ont utilisé l'argument de la Palestine, puis du rapprochement entre la Palestine puis le Québec, parce que il y a carrément des felkistes qui sont allés s'entraîner en Palestine. Donc, il y a des vieux liens entre la Palestine puis le Québec, mais aussi entre Israël puis le Québec. Fait que tout ça, c'est comme vraiment, je trouve ça c'est horrible ce qui se passe en Palestine, mais qu'en 2024, on le voit encore à l'Assemblée nationale où on a une droite nationaliste qui veut continuer à avoir des liens avec l'Israël et Québec solidaire qui est en train d'incarner la gauche qui, elle, veut continuer à garder ses liens avec la Palestine. Oui, puis on a même déposé, c'est très intéressant les parallèles que tu amènes. C'est mon collègue Guillaume Clich-Rivard, notre député à Saint-Henri-Sainte-Anne. Il a déposé une motion pour qu'on reconnaisse l'État palestinien, comme à peu près il y a 49 pays dans le monde qui le reconnaissent, puis il y en a de plus en plus. Puis pas juste des pays africains, là. Mais genre, comme c'est moins important. Non, les pays comme l'Espagne, la Norvège, qui veulent reconnaître l'État palestinien. Et donc, on a déposé ça. Et malheureusement, et le Parti libéral et la CAQ ont refusé cette reconnaissance-là. Ils disent pas pour quelles raisons. Ils expliquent pas. C'est sûr qu'il y a un mouvement qui est sioniste très fort, qui est une idéologie politique. Là, ça n'a rien à voir avec la religion et tout ça. C'est vraiment une idéologie politique de dire, ce territoire-là appartient aux Israéliens depuis toujours, alors que ce que Québec solidaire, on réclame, puis plein d'autres mondes de la gauche, c'est d'avoir deux États côte à côte qui vivent ensemble. Puis même ça, il y a des gens, par exemple, des Palestiniens, qui me disent « ça ne marchera pas deux États, il faut un État avec les deux peuples. » En tout cas, c'est bien compliqué. Moi, je trouve que deux États, ça serait bien qu'ils vivent dans la paix, les Palestiniens et les Israéliens. Mais le parallèle que tu fais est intéressant parce que moi, je dis souvent, j'ai deux nations, la québécoise et la Palestine, la palestinienne, mais je n'ai pas de pays. Et donc, je veux un pays. Le premier qui l'a gagne. Ouais. Mais oui, justement, c'est quoi pour toi? Tu dis souvent que tu es une enfant de la loi 101, on le voit sur tes réseaux sociaux. C'est quoi pour toi? C'est sûr que tu n'as pas la même définition que François Legault. Fait que c'est quoi pour toi, l'identité québécoise, c'est quoi? Ouais. Bien, tu sais, moi, quand je suis arrivée au Québec, c'est vraiment une émotion. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au Québec, je ne suis pas descendue en bas de l'avion, tout de suite, je dis « Vive le Québec libre! » Tu sais, c'était pas comme ça. Là, comme Charles de Gaulle. Oui, c'est ça. Ton balcon. Sur le balcon. Fait que c'est pas comme ça. Je suis arrivée en 1988. Donc, la construction de mon identité québécoise s'est faite petit à petit, tranquillement. J'ai appris le français, j'ai côtoyé des gens québécois et je me suis sentie appartenir à ce peuple. Et j'ai senti même que les ancêtres, tu sais, de Caroline, tu sais, les Lapierre, là, tes ancêtres, bien, c'est comme mes ancêtres d'une certaine façon parce que je vis dans cette nation-là, dans le Québec que ces gens-là ont construit. Fait que c'est le Québec, c'est toutes les personnes qui
qui habitent ce territoire-là, puis qui y habitent tout simplement. Après ça, comment ils se sentent à l'intérieur, plus Québécois, plus Montréalais, plus Canadiens, on s'en fout, c'est des Québécois. Puis moi, j'ai beaucoup reçu du Québec, pour vrai, là. Tu sais, je le sais très, très pertinemment que si mes parents n'avaient pas fait le choix de venir au Québec, puis qu'on était restés, par exemple, au Liban, où c'est pas facile pour les Palestiniens de vivre aussi au Liban, j'aurais pas eu les mêmes chances. J'aurais certainement pas été députée au Liban. Là. Tu peux pas, quand tu es palestinien, être député. Donc, j'ai reçu, puis il y a une générosité du peuple québécois qui est tellement extraordinaire. Puis il y a aussi, ce malaise identitaire, toujours cette peur de disparaître qui existe, qui fait que, des fois, le peuple québécois veut qu'on l'aime. Mais pourquoi il nous aime pas? Pourquoi il y a du Québec bashing? Aimez-nous, aimez-nous. Il y a beaucoup ça, puis que je trouve touchant, mais que malheureusement, des fois, ce malaise identitaire, cette peur de disparaître, est utilisé d'une mauvaise façon par les politiciens. Et on vient titiller un peu la peur de l'autre, qui vient changer notre société, qui parle pas, ces gens-là qui parlent pas français dans leur chambre à coucher et tout ça. Fait que, tu sais, il y en a qui l'utilisent de la mauvaise façon, alors qu'on pourrait l'utiliser d'une plus belle façon, parce qu'il y a du beau au Québec. Fait que moi, c'est vraiment mon expérience qui fait que je me sens québécoise. Après ça, si mes parents avaient décidé d'aller à Toronto, comme beaucoup de leurs amis, peut-être que je me serais sentie torontoise puis que j'aurais aimé l'Ontario. J'ai aucune idée. Là. J'ai comme l'impression que c'est moins fort, là, l'identité ontarienne, que probablement que l'identité québécoise. Mais moi, je l'ai embrassée totalement parce que j'ai eu le temps de construire mon identité québécoise. Puis il n'y avait pas des politiciens qui disaient l'immigration, c'est la faute de l'immigration si le français recule, etc. Il n'y avait pas ça. Fait que si aujourd'hui, dans le Québec de François Legault, j'arrivais au Québec puis que j'avais 10 ans puis que je commençais à construire mon identité québécoise, comment je me serais sentie face à ce discours-là? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Fait que c'est très, très important pour moi que des gens qui sont beaucoup plus ouverts, inclusifs, comme nous à Québec solidaire, ou moi, que des petites Québécoises là, ou des petites MNR entendent des politiciens qui disent « J'aime le Québec, mais je veux que tout, tu sais, comme que ce soit un Québec généreux, ouvert, rassembleur. Donc, et non pas d'entendre que ceux qui sont fiers du Québec, c'est des gens qui trouvent que les gens qui viennent d'ailleurs viennent peut-être affaiblir ou risquent de faire disparaître le français, par exemple. Ça, je trouve que c'est une responsabilité qu'on a, la gauche, qu'on devrait beaucoup plus utiliser. Oui, il faut défendre les minorités, les droits des minorités, les droits et libertés, c'est fondamental, mais il faut aussi défendre quelque chose de plus rassembleur, de plus commun. C'est ça. Ouais. Non, c'est une très belle... Mon Dieu, je suis partie! Je me suis encore une fois enflammée. Non, c'est une réponse parfaite. Puis c'est drôle, ça m'amène à te poser la question parce que si on se rappelle de tout ce qu'elle vient de dire, moi, mettons, la souveraineté, c'est pas l'affaire qui vient me chercher le plus, justement parce que j'ai été blessée, parce que je me suis pas sentie incluse. Même à l'époque, j'en parlais avec Coralie de... C'est quoi son nom? Option nationale? Jean-Martin Hossan, que a priori, j'aimais ses idées puis que je voulais, mais je sentais dans son discours une espèce d'affaire de on est blanc, de souche, non, je me sentais pas incluse. Évidemment, QS est un parti qui est pour la souveraineté. Oui. Fait que toi comment... c'est pour convaincre une MNA, parce que je sais que aussi le Québec indépendant que QS a en tête n'est pas le Québec négatif que moi j'ai en tête des fois. Je comprends. Puis toi, tu es plus jeune quand même. Fait que tu étais peut-être, tu as vécu toute la charte des valeurs. C'est ça. Et ça. Peut-être que ça peut ébranler quand on est plus jeune. T'sais, moi, je me disais tout le temps, quand il y a eu la charte des valeurs du Parti québécois, une chance que moi, je suis convaincue que je suis québécoise. Il n'y a personne qui pourrait ébranler ce sentiment à l'intérieur de moi. Mais si c'était pas... si j'étais encore dans la construction ou c'était encore plus mou, ça aurait été horrible, c'est sûr et certain. Bien, tu sais, comment dire, dans n'importe quel pays, même le Canada, si Poilièvre, comme tout le monde pense, va arriver, bien, ce ne sera pas un beau Canada, puis ça va être comme un Canada qui va nous menacer les droits des femmes, qui ne sera pas tous les bras ouverts, ah ouais, on veut des immigrants, tu sais, ça ne sera pas ça. Fait que ça, ce côté-là, ce risque-là d'être plus à droite ou plus fermé à l'immigration, va toujours exister dans n'importe quel pays dans le monde.
au Québec, comme au Canada, comme partout ailleurs. Fait que, tu sais, j'aime mieux qu'on le vive ici entre nous qu'avec le Canada, tu sais, ce côté négatif. Puis, tu sais, fait que pour moi, le projet d'indépendance, oui, à Québec solidaire, on est indépendantiste depuis notre fondation. Puis c'est très lié avec notre projet social. C'est lié avec le projet environnemental, tu sais, de sortir de l'État pétrolier canadien, de ne pas envoyer des milliards de dollars de notre argent dans des pétrolières alors qu'on a des énergies propres. C'est aussi de protéger notre langue, notre culture. Mais c'est surtout, des fois, je m'analyse, pourquoi je suis si indépendantiste? C'est-tu parce que mes parents parlaient beaucoup, beaucoup du pays, puis là, j'ai comme transposé ça au Québec quand j'étais enfant. Mais des fois, j'ai l'impression, tu sais, je te parlais de ce malaise identitaire qui est exploité, la peur de disparaître. Elle existe toujours. Puis je me dis que si on était un pays, ce malaise cette peur de disparaître existerait moins, parce que là, on est un pays. Puis les gens seraient plus relax face à l'immigration. Puis les partis de droite auraient moins d'emprise, un petit peu moins. Pour aller titiller cette partie xénophobe qui existe chez tout le monde. Quand on a peur de l'autre et tout ça, c'est normal. Tu sais, ça peut exister. C'est plus quand les politiciens puis l'élite politique va jouer dans ces zones-là de façon des fois plus subtile, d'autres fois moins subtile, que ça devient dangereux. Fait que je me dis peut-être qu'il y a moins de risques de vivre dans un pays plus laid si on était indépendant parce qu'il y aurait moins d'emprise pour les mettre sur le côté, disons. Je pense. OK, Ben, peut-être tu vas-tu, oui. Comment? J'ai dit, puis tu vas-tu, oui. Ben, si c'est Rouba, oui. C'est bon. C'est bon. Peu importe les raisons, c'est bon. Ben, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le projet de QS sur la constituante plutôt qu'un référendum, là, parce que moi, j'ai commencé à le dire sur scène. Pour moi, un référendum, c'est tellement comme trop direct qu'on connaît pas qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Fait que pour moi, un référendum, c'est comme si un gars faisait « Tu veux-tu fourrer? » C'est quand même intense. T'es comme « Oui, non, tout de suite! » Tabarnak. Puis, pour moi, Ça manque de... ça manque de préliminaires. Et je trouve que la constituante de Québec solidaire a ces préliminaires-là en disant « Hey, on va en parler, on va aller prendre une date, on va boire une bonne bouteille de vin, puis on va se parler de ce qu'on Oui, veut. » tu peux la citer, là. Tu sais, il y a plus. C'est ça. Je trouve que j'aime mieux qu'on en jase avant de le faire parce que ben, c'est ça. C'était vraiment mon analogie. Coralie, est-ce que tu me permets de Tout utiliser ça, oui. Parce que on a une campagne maintenant qui a été lancée depuis le début de l'année qui s'appelle Nouveau Québec, nouveauquebec.info. Puis, et pour justement parler aux plus jeunes qui n'ont pas vécu les traumatismes de 1995 avec le référendum, et on parle de l'Assemblée constituante. Puis souvent, c'est difficile à expliquer. Fait que je vais utiliser l'affaire des préliminaires et tout ça. Puis l'idée, c'est de faire en sorte que le peuple, la population, soit partie prenante de ce projet-là. Tu es d'origine tunisienne. En Tunisie aussi, il y a eu une assemblée constituante. Donc, c'est comme une assemblée élue, qui n'est pas l'Assemblée nationale, et qui a comme mandat d'écrire l'acte de naissance du pays et de faire des consultations, de vastes consultations partout. Puis les gens vont y participer. Tu sais, on crée quelque chose de nouveau. Dans quelle sorte de pays on veut vivre, c'est quoi les valeurs, tu sais, puis c'est quelque chose qui peut être très, très large et consensuel. Là, on ne va pas écrire des choses très, très précises dans la Constitution. Puis il y a comme quelque chose de collectif, de commun. Tu sais, on manque de projets collectifs, puis on a l'impression, face à toutes les crises qui existent dans le monde, qu'on n'a pas d'emprise, qu'on est impuissant, alors qu'avoir une assemblée constituante où tu peux réfléchir avant de voter, fait que là, toutes les préliminaires là, qui durent un peu de temps, ben il y a quelque chose de beau puis de beaucoup plus engageant, si je peux dire. Parlant de crise. Parce que là, je vois que le temps file, puis on ne peut pas ne pas en parler. Il y a eu le départ d'Émilise Le Sartérien qu'on aimait beaucoup, qui t'avait fait le co-porte-parole, la course avec elle. Elle s'est dit épuisée, elle s'est dit, elle a critiqué un peu le parti au passage. Comment, toi, tu l'as vécu, ce départ? Très, très, très dur, très difficile. Moi, je faisais même une tournée là, de Nouveau-Québec et tout ça, j'ai tout arrêté, mais on faisait notre travail de député.
ça m'a beaucoup, beaucoup affectée parce que, tu sais, moi, j'ai connu Émilie en 2018. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Elle a été élue à Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle vient du Témiscamingue. C'était vraiment extraordinaire. Puis, je l'ai beaucoup côtoyée. C'est sûr que pendant la course, on a été comme des adversaires politiques, mais tu sais, on avait comme un esprit sportif, moi, et tout ça. Puis, tout de suite, de la seconde qu'elle a gagné, je me suis tout de suite ralliée. Puis c'est même elle qui m'a dit, « Moi, Ruba, je veux faire la tournée pour les régions. Donc, si tu peux, toi, t'occuper de Nouveau-Québec, ce qu'on veut mettre de l'avant et tout ça. » Fait que ça a été un moment difficile. Puis honnêtement, tu sais, la politique, c'est un métier traditionnellement masculin. Fait que c'est sûr que c'est toujours, tu sais, comme on veut faire la politique autrement, on veut faire les choses différemment. Puis c'est sûr que des fois, peut-être qu'on en échappe. Puis des fois, même moi, je me dis, est-ce que c'est parce que ce qui est valorisé, c'est des affaires de gars, la lutte politique, se chicaner, dire c'est dégueulasse à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit. Peut-être que c'est valorisé. Donc, nous-mêmes, comme femmes, c'est même pas un truc d'homme ou de femme. Est-ce qu'on fait de la politique comme les hommes l'ont construit? Puis, Émilie, c'est une fille extrêmement sensible qui a envie de faire les choses différemment. Puis, à un moment donné, peut-être qu'on l'a échappé. C'est un échec. Gabriel, lui, il a reconnu qu'il n'a pas vu les choses aller. Puis, moi, tu sais, j'étais proche d'elle. Je voyais que ça allait pas et tout ça. Mais ce qui est très, très important, c'est de ne pas oublier ce qu'elle a dit qui ne marchait pas. Dans notre parti, il y a des changements, on a plein de chantiers de changements qu'on est en train d'instaurer pour s'assurer que comme parti féministe, depuis notre fondation, c'est quand même un parti qui a été cofondé par Françoise David, une des plus grandes féministes du Québec, bien, qu'on garde ça. Oui, en ayant 2 co-porte-parole. Nous, dans nos assemblées, on a un micro homme, un micro femme, un micro non-genré pour s'assurer que les femmes puissent prendre la parole, parce que sinon, les gars sont en ligne puis les filles ont ça n'a pas de place. C'est comme ça depuis 2006, là. C'est Ouais. tout le temps. Mais c'est pas juste ça. Il faut peut-être aller plus loin. Puis il y a tout un plan d'action, là, un chantier qu'on met en œuvre pour s'assurer de ne plus jamais revivre ça. Ouais. Puis justement, comment tu trouves que le féminisme se porte à Québec solidaire? Pour vrai, on a, comme je disais, il y a des choses qu'on doit améliorer. Si on se compare, mais il ne faut pas se comparer au cancre, là, c'est sûr qu'à Québec solidaire, comme parti féministe, on place la barre toujours plus haut. Le fait qu'on ait un caucus qui n'est pas paritaire, on est 4 femmes, 12 moins 4, ça fait combien? 8 hommes. Donc, c'est dérangeant, c'est malaisant pour un parti féministe, malgré les efforts qu'on a faits. Il n'y a pas une seule campagne électorale où on n'a pas plus de 50% de femmes qui sont candidates, même dans les endroits qu'on pense gagner, mais là, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il faut qu'on place la barre plus haut, même si on se fait rentrer dedans quand on dit s'il y a une élection partielle, juste des femmes et pas d'hommes. Ça, le Journal de Montréal aime pas ça. Mais la parole, les femmes, moi, je suis très, très, très proche des membres, nous disent qu'il y a comme un épuisement, il y a peut-être des façons qu'on doit améliorer, qu'on voit plus les femmes. Moi, je prends ça très, très au sérieux. Je dis pas que c'est comme, mon Dieu, c'est horrible, le féminisme à Québec solidaire, je n'irai pas jusque-là, mais on peut pas, face à ce qui s'est passé, dire qu'on peut continuer comme avant, c'est sûr que non. Puis toi, comment tu vis ton féminisme au quotidien, qui n'est pas nécessairement juste ton quotidien de député, même si je sais que tu fais ça 24/7 au final, être député. Au grandeur de mon chum. Oui. Ben, c'est mon chum qui fait à manger. Donc, c'est ça mon féminisme, c'est lui qui fait à manger. Non, c'est ça. Puis c'est vrai en plus. Mais c'est pas juste ça le féminisme. Ben, tu sais, moi, je dis souvent que je suis devenue féministe à l'âge de 15 ans. Beaucoup plus parce que je me faisais toujours dire non par mes parents parce que j'étais une fille. Comme beaucoup d'enfants d'immigrants, moi, j'ai vécu ce clash entre les valeurs de ma famille, des familles musulmanes, et les valeurs de la société. Mais mes parents aussi ont évolué. Puis aujourd'hui, ma sœur, celle que je parlais, Nour, 15 ans plus jeune que moi, elle n'a pas du tout vécu la même adolescence que moi. Mes parents sont devenus plus relax par rapport à ça. Donc, j'ai comme développer ce côté batailleur. Tu sais, mes parents n'aiment pas la politique et tout ça. Tu sais, c'est pas beaucoup grâce à l'appui de mes parents que je suis devenue, je suis allée en politique puis que je suis devenue députée, mais aujourd'hui, ils sont très, très fiers puis ils m'encouragent. Fait que ça a été toujours envers, tu sais, contre cette... contre
tu sais, dire que moi, je suis une femme, puis je suis capable, puis je traditions. me bataille contre les traditions. Fait que je l'ai intégré. Fait que comment est-ce que je le vis au quotidien? Bien, toujours ne jamais, 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 jamais penser que c'est fini pour les femmes. Je pense que je vais mourir, là, puis ça sera pas terminé. Parce que... c'est Touche du drôle. bois, là. Ouais. Ouais. Pas de- Non, mais je pas veux dire, aujourd'hui. comme tard, là, peu Ouais. importe à quel âge, et ça sera pas terminé, le Le combat, ouais. c'est ça. C'est quelque chose... C'est pas un truc personnel. Une femme peut avoir une façon patriarcale de faire les choses, même en politique. François Duranceau. Quoi? C'est sorti tout seul, je suis désolée. C'est systémique, c'est Ouais. au-delà des personnes. C'est une culture. Tu sais, Ouais. C'est vraiment une culture. Puis en politique, cette culture-là existe. Moi, personnellement, je ne l'ai pas senti difficilement parce que à Québec solidaire, c'est quand même Manon Massé qui était présente. Même dans notre caucus, dans les prises de parole, on s'assure d'avoir l'alternance homme-femme. Donc, ça existe, c'est très, très présent. Même si on est moins de femmes, on s'assure que lors des périodes de questions, que les femmes, même si on est moins nombreuses, fait qu'on n'arrive pas à avoir l'égalité dans les questions, mais quand on pose une question à la période de questions, qu'il y ait plus de femmes. Fait que, tu sais, j'en pose beaucoup de questions au Salon Bleu pour compenser. Fait que ça, je ne l'ai pas senti. Après ça, dans l'espace public et tout ça, tu sais, c'est sûr que c'est pas moi qui dis les affaires les plus controversées. Tu sais, je suis pas une Catherine Dorion, admettons. C'est sûr que, tu sais, je le sais que c'est plus difficile. Sur les réseaux sociaux, on va aller sur le physique, sur des choses comme ça que les gars, on va pas leur dire ça. J'essaie de moins lire les commentaires. Fait que j'ai comme l'impression que je me sens plus rassurée dans mon féminisme parce que je suis dans un parti qui a ça tout le temps dans notre esprit, malgré l'échec qu'on a vécu là, avec Émilie Le-Sartérien. Merci beaucoup, Rouba, pour cette période d'entrevue. Ça fait plaisir. Oh yeah! C'est maintenant l'heure du segment Ça a mal vieilli, là où on revisite des pans de l'histoire de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Là, je t'avoue, Emna, c'est notre 10e épisode, 9e épisode. Ouais. Je suis un peu déçue. Déçu de quoi? Je suis déçue que Mathieu Bocoté n'ait pas encore écrit sur nous. Alors, pour me faire plaisir, j'ai patenté une petite intro à la Mathieu Bocoté avec mon bon chum ChatGPT pour qu'il présente le segment. Et j'aimerais ça que tu nous le lises, Emna. Eh boy, OK. OK. Chers auditeurs, nous voici au moment fatidique du podcast où les animatrices, des féministes radicales, toujours promptes à réécrire l'histoire à travers le prisme déformant de l'idéologie woke, se lancent dans une relecture biaisée d'une œuvre du passé. En revisitant les classiques de notre patrimoine culturel avec une vision anachronique et militante, elle cherche à en extirper des significations qui n'y étaient pas, à les tordre jusqu'à ce qu'elles s'accordent avec leur agenda idéologique. Ce segment est non seulement une manipulation grossière, mais aussi une menace pour notre mémoire collective. Voici Ça a mal vieilli. Merci. Oh, c'est bon! Wow! Wow! Faut que je l'exorcise. Oui. Regardez ça à l'intérieur. Ça me faisait plaisir. Je voulais manipulation grossière, mais attaquer à menace collective. Hey, ça mais me il faisait est bon, beaucoup rire. ChatGPT, pour Oui, ça. il est bon, hein? J'en ai écrit une partie. On s'est fait un petit back and forth avec ChatGPT. Mais ChatGPT, c'est lui qui a mis, entre autres, une vision anachronique et militante. Il a bien saisi le Il a personnage. vraiment bien saisi le personnage. Alors, au dernier épisode, j'ai décortiqué la chanson qui était carrément mal née, Blurred Lines. Et là, je reste dans les chansons de l'été, tout le monde. Mais on change de registre pour des chansons de Kanjo! Oh boy. Oui, aujourd'hui, on s'attaque à la très raciste Boom Achika Boom, qui a été créée en pleine guerre en Irak. Non, je niaise, c'est pas ça. Tout le monde est comme quoi? Tout le monde fait la toune vraiment vite dans sa tête pour savoir. Non. En fait, est-ce que vous êtes allé dans des camps de vacances, Ruba? Non. Non? C'est une Emna? affaire de blanc. C'est une affaire. Ouais, c'est ça. Nous, comme bonne fille d'immigrante, on restait à la maison. On gardait nos petits frères, nos petites sœurs. Là, c'est- Non, c'est ça. Moi, j'y allais genre 2-3 semaines dans l'été quand mes parents étaient tannés que je regarde la télé. 2002. OK. Et, plusieurs choses ont mal vieilli dans les camps de vacances en général. Bon, là, je sais plus si c'est encore le cas puisque j'ai pas d'enfants puis je travaille pas là. J'ai pas 16 ans. OK? Mais des fois, j'ai des flashs d'affaires qui ont mal vieilli dans les camps de vacances. Genre les noms des moniteurs. Hein? Il y avait des noms problématiques, là. Tu sais, genre de l'appropriation culturelle. Moi, j'en ai vu des gens s'appeler Totem et Pocahontas, OK?
Et là, il y a sûrement du monde qui nous écoute, que c'est ça leur nom de camp. Mais là, je vais vous parler d'une chanson qui me fait grincer aujourd'hui des dents et c'est l'histoire de la chanson. C'est, en tout cas, faire une phrase avec ça. La chanson de la petite mandarine. Il y en a qui s'en rappellent. OK, il y a une version française. Il y a une version québécoise. On est au Québec, on va chanter la version québécoise. Puis là, je vous avertis, si un jour on s'attaque à Aladdin, c'est un nouveau monde, pas un rêve bleu. Okay? Alors, on va la chanter ensemble. Je vais faire mon prise de camp de jour et vous allez devoir répéter. OK? Bon. OK. Connaissez-vous l'histoire Connaissez-vous l'histoire de la petite mandarine de la petite mandarine qui s'en allait un soir qui s'en allait un soir au bal de Cherry, sa copine. au bal de Cherry, sa copine. En chemin, elle rencontre En chemin, elle rencontre un jeune garçon citron un jeune garçon citron qui lui dit « Viens, je te montre qui lui dit « Viens, je te montre comment danser le rigodon. » comment danser le rigodon. Stop! On arrête. Girl, mandarine, tu le connais pas, ce gars-là. OK? Puis t'as-tu pensé comment tu vas rendre tes amis inquiètes de pas leur dire? Là, tu dis à ton ami Cherry que tu t'en viens à son bal, puis finalement, t'es comme, ta minute, il y a un inconnu qui veut me montrer à danser le rigodon. En tout cas, il n'y avait pas de cellulaire dans ce temps-là, j'aurais été inquiète en plus. Et on continue. Et pendant qu'il dansait, Et pendant qu'il dansait, pendant qu'il s'embrassait, pendant qu'il s'embrassait. je connaissais pas ça, le rigodon and chill. Ah ouais, ça frette, un rigodon. Non, mais on va se le dire, il y a des moves, le petit citron, hein? Il perd pas de temps, il est pressé. Non! Je t'avais- Non! Je refuse. OK, on poursuit. Le jeune garçon citron Le jeune garçon citron a eu un zeste déplacé. a eu un zeste déplacé. Un zeste déplacé! On parle d'un viol. Quel euphémisme. C'est qui a écrit cette chanson-là? Julien Lacroix? Un zeste. Non, mais il y avait eu des comportements problématiques. En tout cas, OK. 3 mois plus tard, 3 mois plus tard, la petite mandarine la petite mandarine a dit à sa maman, a dit à sa maman, « Maman, j'ai eu un gros pépin. » Maman, j'ai eu un gros pépin. Plot twist, c'est mineur, tabarnak! OK. On continue. 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, la petite mandarine la petite mandarine a eu un petit bébé a eu un petit bébé qu'elle appelle à la Clémentine. qu'elle appelle à la Clémentine. Yeah! J'ai tout. Fait que la mandarine et une Clémentine cute. Vous rendez-vous compte que c'est une chanson sur une mère-enfant? J'ai jamais eu de cours d'éducation sexuelle de ma vie, mais à 8 ans, j'apprenais qu'un viol, c'était un zeste déplacé. Puis on n'a jamais su, quand on était kids, c'était quoi les options de la mandarine. Tu sais, la mandarine n'était pas obligée d'avoir sa Clémentine, la gang. Tu sais, allez les enfants, on va chanter une chanson sur le date rape. Puis je suis désolée, j'ai pas fait de trigger warning avant cette tune, mais je pensais que personne allait me croire. J'avoue. Et c'était ça. Oh yeah! Ah, c'est bon. Merci Coralie. Désolée de vous avoir toutes imposé la petite mandarine, mais on va terminer ça avec ton édito, Inma. Oui. Ça va-tu, monsieur? Je pense que je me pose cette question-là 114 fois par jour. Puis spécifiquement, monsieur. Hein, parce qu'entre vous et moi, je m'inquiète un peu moins pour la santé mentale des madames et des personnes non-binaires, parce que c'est certainement pas cette gang-là qui s'achète un pick-up au lieu d'aller en thérapie. Bon. Donc, au monsieur qui interrompt ma marche de liberté sur Mont-Royal piétonne et par le fait même la toune « I'm Every Woman » de Whitney Houston en plein refrain, alors qu'il fait à peu près 70 degrés à l'ombre avec l'humidex, avec un « Yo, mademoiselle, t'es-tu mexicaine? » Non. Toi? Il l'était pas. Il l'était pas, mais ça va-tu? Ça va-tu, monsieur? Ça va... Parce qu'il n'y a pas de bon moment pour nous harceler dans la rue, messieurs. Aucun. Hein? Le catcalling n'est jamais opportun, jamais bienséant, jamais le bienvenu au party années 80 du La Tulipe non plus. Nostalgie, hein, quand même. Mais si, par je ne sais trop quelle force des dieux, vous vous sentez trop interpellé par ma grande beauté, hein, mon eyeliner on fleek, ça arrive, mes chevilles dénudées, et donc incapable de juste continuer votre journée et me calisser patience, peut-être travailler sur votre timing. Parce que quand j'ai le dessous de toton trempe puis une coulisse de sueur,
qui part de mon cervelet pour finir sa course là ou mon bidet Excel, jour après jour? Non, mais pour vrai, tous les jours, j'ai un très bon transit intestinal. Je mange beaucoup de fruits frais. Des clémentines. Des clémentines. Puis que dans une journée comme celle-là, même le gars du loup-garou du campus en faune ne réussirait pas à me sortir de mon agonie caniculaire. Non, mais le suivez-vous sur les réseaux sociaux? Brandon Quinn, ça a très bien vieilli. Brandon Quinn. Le loup-garou? Le loup-garou. Okay, non, pas Merton. Non, jamais Merton. Okay. Non, team loup-garou. Ben, messieurs, votre arrivée dans ma vie, comment je vous dirais bien ça, n'est jamais salutaire. OK, jamais. Fait que baissez les yeux, changez de trottoir, puis de grâce, essayez pas de jouer au charade avec mes origines. OK? Ça va-tu, monsieur? Il y a aussi un mouvement pro-natalité terrifiant qui prend de l'ampleur avec la montée de l'extrême droite un peu partout. Puis ça s'est rendu jusque chez nous. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a un chroniqueur que je ne nommerai pas, d'un journal que je ne nommerai pas, qui s'inquiète de la baisse de la natalité au Québec. Puis on s'entend, c'est surtout la baisse de naissance de bébés blancs qui inquiète souvent, n'est-ce pas? Et qui blâme, attention, 2 points, ouvrez les guillemets, certains courants féministes extrémistes, des blessures psychologiques ou une idéologie environnementaliste radicale et mortifère. Ça va-tu, monsieur? Mortifère, oui, une idéologie environnementaliste qui cause la mort? La seule mort qui pourrait être causée, c'est si on finit par enfin eat the rich, parce qu'il n'y aura plus rien à manger quand ta négligence climatique et ton acide Hummer de l'année vont finir par détruire tout ce qui nous reste comme terre arable. Ça va-tu, messieurs? Je pense pas. Je pense pas, là, les copains. Je pense qu'il est temps qu'on s'assoie puis qu'on fasse un petit tour sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Là, ça va pas bien. D'ouvrir des livres de temps en temps aussi puis d'écouter autre chose que le podcast à Joe Rogan, peut-être. Laissez les femmes puis les personnes de la diversité de genre disposer de leur corps comme elles l'entendent. Pour l'amour, je peux pas croire qu'on doit répéter ça encore en 2024. Mais en même temps, nomme-moi une fois dans l'histoire où les hommes ont écouté du premier coup. Oh yeah! Merci beaucoup, Emna. C'est ce qui met un terme à cet épisode spécial farouche. Hey! Oui! Avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Merci à notre invité, Rouba Gazal! Merci au Minifest et à tous les bénévoles qui ont rendu cette belle soirée possible. Merci à Chuck, à la captation, à la technique. Merci à la Maison de la Culture pour le bel accueil. Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de notre jingle. Merci aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent. Et merci à toi, my sister from another other, Coralie Laferrière, tout le monde! Merci à toi, Emna Chaud. Merci à vous, cher public, de vous être déplacés. On rappelle à tous nos nouveaux fans d'écouter les épisodes de Farouche disponibles sur YouTube ainsi que toutes les bonnes plateformes de balado. Oui, le prochain enregistrement de Farouche, ça se passe la semaine prochaine à Rouen, n'est-ce pas tout le monde? Non, c'est un peu loin pour vous autres qui êtes là à la Maison de la Culture en ce moment. Mais sinon, vous pouvez peut-être venir nous voir au Longueuil Comic Fest. C'est le 14 juillet et c'est notre formidable marraine féministe, Judith Lucier, qui va être avec nous. Fait que ça va être le fun. Hein? Oui! Oh yeah! Les billets sont déjà en vente. Juste cliquez sur un lien dans notre bio Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et rejoindre notre groupe Facebook Farouche le podcast. Oui, puis j'en profiterai pour vous inviter à assister à mon autre projet de cœur cet été. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. La prochaine représentation de mon show québécoise. Hein, avec Rouba, peut-être, pour y inviter Rouba puis Shafika, un spectacle que j'ai créé, oui, que j'anime et qui ne met en vedette que des femmes humoristes issues de la diversité culturelle. Ça se passe jeudi, le 18 juillet prochain, 20h au House Gang Plaza à Montréal. Accessible pour les personnes à mobilité réduite. Les billets sont disponibles dans ma bio Instagram. Ça me ferait très plaisir de vous y voir, la gang. Yeah, c'est bon début d'été, la gang. On se laisse une dernière fois avec notre jingle. Bonne soirée. Essayez de clapper avec nous! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut notre corps.